Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Comme chaque semaine, nous vous avons compilé le meilleur de ce que vous proposent vos télévisions locales de Lorraine pour découvrir l'actualité de ces derniers jours en images. Au sommaire de cette émission, la visite de la grande mosquée d'Épinal avec Vosges Télévisions. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendu au pays de Bitche à l'occasion du 70e anniversaire de la libération de certains villages. L'histoire donc au cœur de cette émission avec la visite de l'ouvrage du Hackenberg sur la ligne Maginot. Des élèves du collège Saint-Jean à Verdun, sous le feu des projecteurs, nous découvrirons Tranchées de vie. Notre page culturelle s'ouvrira avec la musique de chambre au centre des congrès de Forbach. Et puis nous nous rendrons à la médiathèque d'Amnéville-les-Thermes pour y découvrir l'exposition de toiles d'un Vosgien. Et pour finir, nous fêterons les 20 ans du carnaval vénitien de Remiremont dans les Vosges. Mais débutons cette émission avec l'accès à la santé pour les transfrontaliers. Pouvoir par exemple faire ses examens d'imagerie médicale à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines en France pour ensuite se faire opérer du cœur à Völklingen en Allemagne et le tout sans avoir de démarche administrative à accomplir ni d'accord préalable à obtenir. Eh bien c'est ce que souhaite l'Eurodistrict et cela pourrait peut-être même devenir une réalité dès cet été. Des explications signées Mosaïque TV. ZOAST. L'acronyme peut paraître barbare, il est en réalité plein de vitalité. C'est l'abréviation de Zone d'accès aux soins transfrontaliers. C'est le gros chantier mené en ce moment par l'Eurodistrict. Une coopération sanitaire existe déjà depuis 2008 concernant les services de secours et depuis 2013, les patients du secteur de Forbach souffrant d'un infarctus peuvent être soignés au Herzzentrum de Völklingen. Dans le cadre du projet Interreg 4 Grandes Régions, figure SAN Transfor, un projet de territoire sanitaire transfrontalier inspiré de coopérations qui existent déjà entre la France et la Belgique. C'est dans ce cadre que les membres de l'Eurodistrict, réunis à Forbach, ont voté à l'unanimité une résolution. Ils demandent au gouvernement français et sarrois de lever tout obstacle administratif et financier. Pour le moment, il ne s'agit pas de tenter d'obtenir un accord binational pour des soins à l'échelle des deux pays, mais une convention sanitaire à l'échelle de l'Eurodistrict. Voilà, donc notre priorité se situe à ce niveau, ce qui ne signifie pas effectivement qu'on pourrait envisager demain de le faire dans un cadre nettement plus élargi et pourquoi pas au niveau national. Bon, peut-être qu'il se trouvera des personnes qui en prendront de la graine et qui mettront cela en route, pourquoi pas, j'en serais tout à fait heureux. Concrètement, cela concernerait pour le moment côté français les arrondissements de Forbach et de Sarreguemines et côté allemand l'agglomération urbaine de Saarbrück ainsi que les communes de Gersheim et Mandelbachtal. Cela permettrait aux patients de l'ensemble de ce territoire de se faire soigner indifféremment dans les établissements hospitaliers de Forbach, Frémin-Merlebach, Saint-Avold, Sarreguemines, Saarbrück et Völklingen. Dans une première phase, pendant 2 ans, cela ne concernerait que certains services et certaines spécialités. La seconde phase devrait ensuite permettre d'élargir cette coopération à l'ensemble des soins et des services des hôpitaux frontaliers. On poursuit cette émission avec la visite de la grande mosquée d'Épinal, lieu culturel par des résidents de la maison de retraite Les Bruyères d'Épinal. Une découverte d'un univers, d'un lieu unique et d'une grande beauté où se mêlent Orient et Occident. L'occasion aussi de revenir sur les événements tragiques de Tunisie et de rendre ainsi hommage aux victimes. Un reportage signé Vosges Télévisions. À la grande mosquée d'Épinal, qui confirme ainsi sa vocation cultuelle et culturelle, on a pour ainsi dire l'habitude d'ouvrir ses portes, tant aux scolaires vosgiens que lors des journées du patrimoine. Mais c'était une première ce lundi après-midi pour 31 résidents de la maison de retraite spinalienne Les Bruyères, leurs proches et accompagnateurs qui en avaient fait la demande via leur association Les Tourmalines. L'occasion pour nos aînés donc d'approcher au plus près l'art et l'ancestrale culture arabo-islamique dans toute sa splendeur, mais aussi de revenir, c'était de circonstance, sur les événements tragiques du 11 janvier dernier et plus récemment sur ceux du musée du Bardo à Tunis qui ont coûté la vie à 21 personnes, ou quand sous ce lustre en cristal de Baccarat, l'Orient et l'Occident partagent la même douleur et la même incompréhension face à la terreur.
La religion, comme je t'ai toujours dit, ça reste de l'ordre privé et qu'il ne faut jamais la mêler donc, à des conflits, à des intérêts personnels ou pour véhiculer un certain nombre d'idéologies. Malheureusement, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est très très important pour nous d'ouvrir l'espace et d'ouvrir la mosquée donc, à des visites comme ça. Ça permet quelque part donc, de comprendre la tolérance et l'ouverture de l'islam. Parce que l'islam, ce n'est pas que la religion, l'islam aussi, c'est la culture, c'est l'art, c'est la décoration, c'est le respect de l'autre aussi, c'est le soutien, c'est l'estime de l'autre aussi, quoi. C'est un petit clin d'œil et même un pied de nez, si on peut dire, à tous les amalgames et tout ce qu'on peut entendre sur cette religion. Ça met fin et ça fait taire beaucoup d'idées reçues sur les événements notamment qui se sont passés dernièrement. Qu'est-ce que vous allez partager alors? La beauté des lieux que nous avons visités. Super, c'est bien. Écoutez. Une visite que nos aînés n'oublieront pas de sitôt et partageront assurément avec leurs proches. Et ouvrons maintenant notre dossier consacré au devoir de mémoire. Cette année, de nombreuses communes du pays de Beach célèbrent le 70e anniversaire de la Libération. Samedi dernier, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendu à Philipsbourg, Barenthal et Mouterhouse pour des cérémonies militaires. Un reportage de TV Cristal. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération de Philipsbourg, Mouterhouse et Barenthal, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendu samedi dernier au pays de Beach. Un moment de commémoration essentiel pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ces commémorations pour se projeter dans l'avenir, et je constate qu'aujourd'hui, que ce soit à Schützelbronn, à Philipsbourg, ici à Barenthal, la présence de nombreux jeunes. Je crois que c'est quelque chose de très important, puisque demain ce sont eux qui devront être les garants de cette liberté, ce sont eux qui devront s'engager pour, comme leurs aînés, comme nos aînés, défendre notre liberté. Les différentes communes font participer la jeune génération à ces commémorations, comme ici par la lecture du poème « Ce cœur qui haïssait la guerre » de Robert Desnos. À la besogne que l'aube proche se reposera, car ce cœur qui haïssait la guerre battait pour la liberté. Une démarche partagée par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le message de passer aux jeunes doit tout simplement les empêcher un jour de dire « on ne savait pas ». Je suis aussi engagé partout où je le peux. Je rencontre les jeunes dans les lycées. Je l'ai encore fait récemment lors de mes déplacements sur le front d'Orient. J'ai rencontré les jeunes français dans les lycées français, à Thessalonique, à Skopje en République de Macédoine, en Roumanie, en Serbie, parce qu'il est important qu'ils sachent tout ce qui s'est passé, que plus jamais cette barbarie puisse être remise au goût du jour. De nombreuses communes du pays de Beach ont été ravagées par la guerre. Ici à Barenthal, le bilan humain est de 16 civils tués, dont 4 enfants et 11 blessés. La plupart des victimes ont été tuées par des éclats d'obus. Après la libération de ces villages par les Américains, le traité de l'amitié franco-allemande a été essentiel et l'est encore aujourd'hui. L'amitié franco-allemande est quelque chose de très important. Quoi de plus fort que le geste qu'a fait le président de la République française, François Hollande, avec la chancelière allemande, Angela Merkel, les ennemis d'hier, les représentants pas les ennemis eux, mais les représentants des ennemis d'hier qui ne se résignent pas à la guerre et qui se déplacent tous les deux ensemble à Kiev pour essayer d'obtenir que cessent les atrocités que l'on connaît malheureusement en Ukraine, et ensuite se rendre à Moscou. Ils ne se résignent pas à la guerre, c'est vraiment un symbole très fort. L'actuel conflit ukrainien montre que l'entraide européenne reste essentielle afin d'éviter de nouvelles atrocités 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale toujours, avec la découverte de l'ouvrage du Hakenberg, l'ouvrage le plus important de la ligne Maginot. La ligne Maginot est une ligne de fortification et de défense positionnée le long des frontières de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg. Construite durant l'entre-deux-guerres, elle s'étire sur près de 350 km en Lorraine et sur plus de 1500 km dans toute la France. Situé sur la commune de Vécrin, l'ouvrage du Hakenberg se compose de 19 blocs de combat, 10 km de galeries et possède même un métro souterrain. L'ouvrage se visite en intérieur et en extérieur et propose, grâce à un guide, de s'immerger et de revivre notre histoire. Et aujourd'hui, notre guide, c'est Maï-Lorraine.
Bien le bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à l'ouvrage du Hackenberg, je vais déjà me présenter, je m'appelle Alain, donc c'est moi qui va faire cette visite qui va durer approximativement 2h30. La ligne Maginot, elle est sur plus de 350 km dans le quart nord-est, mais elle se prolonge également vers le sud de la France, jusqu'aux portes de la Méditerranée, pour nous protéger à l'époque de l'Italie et de l'avènement de Mussolini en Italie. C'était plus de 180 ouvrages, gros ou plus petits en taille. Ça représentait aussi presque 200 000 hommes qui ont protégé nos frontières dès 1935 pour éviter une invasion, qu'elles viennent de l'Allemagne ou de l'Italie. Alors ici on est au centre du dispositif, on est à la fois face au Luxembourg et à l'Allemagne, qui sont 15 km derrière nous respectivement, et on est au pays des 3 frontières, et on protège aussi bien l'entrée de la Belgique, du Luxembourg ou de l'Allemagne. La première impression, c'est toujours ils sont épatés. La ligne Maginot telle qu'on leur en a parlé, c'est pas du tout ce qu'ils viennent de voir. Ils sont surpris par le gigantisme des installations. On ne sait pas, en voyant cette façade derrière moi, ce qu'il y a en dessous. Et quand on découvre un métro souterrain qui court sur des dizaines de kilomètres de galeries, quand on découvre d'énormes groupes électrogènes de la puissance d'un navire, quand on découvre des tourelles d'artillerie qui pèsent plus de 160 tonnes, eh bien tout le monde est ébahi par l'ingéniosité des concepteurs de cette fortification. Ce bloc 8 est équipé de 3 canons de 75 qui a une portée utile de 12 000 mètres et une cadence de tir qui peut aller jusqu'à 25 coups à la minute. Si je vous en parle, c'est qu'il y a une petite raison. Regardez encore bien, ces canons sont bel et bien dirigés vers l'autre ouvrage pour le soutenir et non vers l'Allemagne qui n'a pas changé de place, qui est toujours par là-haut. Alors c'est important de reconstituer et de réexpliquer l'histoire. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, on peut expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et pourquoi on a construit ce type de fortification, à quoi elle a été utile avant la guerre lors de sa construction, pendant la guerre et après la guerre. Les jeunes générations ont besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé en dehors de la simple lecture d'un chapitre dans un livre d'histoire. Et c'est hyper important de leur présenter comme ça des lieux de mémoire où eux peuvent comprendre pourquoi leur arrière-grand-père s'est battu et à un moment donné aussi pourquoi la France a été vaincue. Et retour sur la Première Guerre mondiale. À présent, l'année prochaine, le département de la Meuse commémorera le centenaire de la bataille de Verdun. En attendant, les élèves du collège de Saint-Jean ont imaginé un spectacle musical, Tranchées de vie. Pour l'occasion, les élèves verdunois se sont imaginés soldats, mais aussi révélés en tant que metteurs en scène, scénaristes et acteurs. 5 mois de préparation pour 3 jours de représentation. Les coulisses avec Mirabel Théry. Le curé a dit de prier le petit Jésus pour que les Français gagnent la guerre. Si les Allemands prient pareil, je ne sais pas... À notre époque, un fantôme de poilu rencontre un collégien. Ensemble, ils évoquent leur vision de la Première Guerre mondiale avec en trame de fond un collège bloqué entre les lignes ennemies lors des combats. Voici en quelques mots le pitch de la saison 2 de Tranchées de vie. Un spectacle écrit et réalisé par les élèves de ce collège sous la houlette de professionnels et de bénévoles. Un véritable défi relevé à nouveau avec brio, le tout dans des conditions dignes des plus grandes représentations et qui offre à chacun l'opportunité de s'inscrire dans une expérience épanouissante. Je crois que les apprentissages qu'ils réalisent dans ce spectacle sont très divers, en particulier sociaux. Le fait de monter un projet ensemble, 285 élèves participent à ce projet, chacun à sa place et c'est ça qui donne son sens. C'est pas un peu fini, bande de voyous! C'est lui qui a commencé, monsieur! C'est pas vrai, monsieur! C'est lui qui a dit que Guillaume, c'était un nom de boche! Tant au niveau technique avec le son, la lumière ou la vidéo que dans le domaine artistique, ces collégiens sont tous investis de responsabilités et c'est ce qui les a séduits lors de ce projet. J'ai découvert l'union de tous ceux qui font le spectacle et ça c'est vraiment c'est une expérience incroyable quand il y a tous ces élèves qui sont réunis, qui transmettent un message, on est là, on est prêt à vous faire plaisir cher public, ça c'est une expérience unique et enfin c'est super. J'aimais bien faire l'idée de faire partie d'un spectacle, puis l'idée de représenter le collège aussi c'est bien. Ça m'a donné confiance en moi, je suis moins timide. J'ai toujours bien aimé la Première Guerre mondiale, après c'est peut-être parce qu'on habite à Verdun donc ça aide, mais non ce spectacle il représente bien la Première Guerre mondiale simplifiée, puis le fait que ce soit des enfants qui jouent c'est intéressant quoi. Et cette année un soin tout particulier a été accordé à la scénographie.
où lors de leur entrée, les spectateurs, avant de gagner leur place, seront accueillis dans un parcours entièrement scénarisé. On s'est dit l'an dernier, ça serait sympa d'accueillir le public à travers une tranchée reconstituée. Alors oui, c'est assez impressionnant, elle fait plus de 40 mètres de long et on s'est associé pour ça avec l'Amicale des Anciens du Geny qui a veillé à la réalité historique de cette tranchée. Le public sera accueilli de nuit, donc on a fait une mise en lumière de cette tranchée qui donnera certainement une ambiance très, très particulière. Très loin des habituelles reconstitutions historiques, ces élèves livrent ici leur vision de la guerre. 2000 spectateurs sont d'ores et déjà attendus et seules quelques places restent encore à pourvoir pour la première. Dans quelques instants, la magie du carnaval vénitien de Remiremont envahira le plateau d'une semaine en Lorraine. Et puis nous découvrirons l'univers de Jean-Michel Chériot, un peintre vosgien qui s'expose à Amnéville-les-Thermes. Mais pour l'heure, laissons-nous bercer par Benoît Gauss, corniste au sein de la Deutsche Radio Philharmonie de Saarbrücken-Kaiserslautern. Il nous présente la musique de chambre interprétée par ses collègues sur la scène du Centre des Congrès de Burghoff. À Forbach, au micro de TV8. Ce sont des musiciens de très haut niveau qui ont passé tous un concours au début de leur carrière pour intégrer cet orchestre. Et la radio de la Sarre fait partie des 7 radios, je pense, 8 radios qu'il y a en Allemagne. C'est un quintet à vent, donc il y aura un cor, une clarinette, un basson, un hautbois et une flûte. Petite musique de chambre pour vent. Le répertoire pour quintet est assez étendu, mais pas non plus aussi étendu que le quatuor à vent ou le quatuor à cordes, pardon, ou le trio avec piano. Donc on est obligé un peu de jouer des pièces qui sont pas forcément toujours très connues, mais qui sont de toute façon très intéressantes et qui mettent toujours en valeur les qualités sonores de cet ensemble. Il y a une saison avec 3 concerts dans l'année ici au Burghoff. On a aussi une saison à Saarbrück avec 8 concerts et une autre saison à Kaiserslautern avec 4 concerts. Et ça fait maintenant 3 saisons, je crois, qu'on est ici, dans cette salle qui est très très agréable à jouer. On a un accueil très agréable aussi. On peut travailler avec Monsieur Hart qui fait un boulot formidable pour l'organisation des concerts. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir traverser la frontière pour venir jouer la musique telle qu'on la ressent et qu'on va la transmettre au public, qu'il soit français ou allemand. Une idée de sortie maintenant pour les amateurs d'art et plus particulièrement de peinture. Jusqu'au 2 avril, la médiathèque d'Amnéville-les-Thermes accueille l'étoile d'un artiste vosgien, Jean-Michel Chériot. Une exposition intitulée Portrait où l'on découvre un adepte de jeux de lumière avec un univers proche de celui de Tim Burton. Mirabel TV nous fait découvrir cet artiste. Élégante, intense, raffinée. Ainsi en va-t-il de la peinture de Jean-Marie Chériot. Sur la toile, la précision du geste cultivée depuis sa plus tendre enfance, coup de foudre à 12 ans pour une toile de Georges de la Tour, et depuis, un amour inconditionnel pour la peinture et notamment pour le portrait. Quand je prépare un portrait avec cette demoiselle par exemple, séance photo pour un tableau, je sais pas, je prends 40 ou 50 photos. Et d'une photo à l'autre, on va dire d'un dixième de seconde à l'autre, il y a un sourire, il y a un rictus qui se fait ou qui se fait pas, et là, c'est immense entre les deux. Alors voilà, j'essaie de m'engouffrer entre une première et une deuxième photo, et je synthétise les 40 photos que j'ai pour essayer de trouver un petit peu ce qui me convient, voilà, une sauce qui me convient véritablement sur les 40 photos.
Portraitiste, c'est ainsi que Jean-Marie Cheruot se définit. Sous ses doigts, les visages se dessinent, celui de Michel Bouquet, à qui il voue une admiration particulière, tandis que des femmes costumées prennent la pose. Ici, l'hyperréalisme qui flirte avec l'étrangeté, révélée par une incroyable lumière. Ça peut paraître un peu froid, ouais, un peu gris, un peu terne, oui, voire noir, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de noble dans le sombre et dans le noir. Je trouve les franciscains sont habillés en noir, les avocats sont habillés en noir. Je trouve qu'il y a quelque chose de respectueux derrière. Il y a c'est presque le haut d'une hiérarchie, je trouve, que le noir. Je trouve qu'il y a une espèce de trapèze, une colonne vertébrale comme ça qui suit, qu'on retrouve là-bas, aussi derrière une main. J'aime bien les deux parce que je trouve qu'il y a un paysage dans le dos, des volumes extrêmement fins, des teintes extrêmement fines comme ça, qu'on passe ici d'une obscurité à la lumière sur 20 cm. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, il est simple, c'est un jour une commande, je remets le tableau et la personne pleure. Alors ça, qu'est-ce que vous voulez comme récompense? Des larmes comme récompense. Des larmes de bonheur évidemment, pas des larmes de... Après ça, ma commande. Un lecteur et amoureux des visages, voilà ce qu'est Jean-Marie Cheruot. Alors gare à vous s'il vous tire le portrait, votre âme pourrait bien être mise à nu sur la toile. Et terminons cette émission en beauté avec le carnaval vénitien de Remiremont qui fêtait cette année ses 20 ans. Je vous propose de découvrir les images de la traditionnelle parade masquée autour du palais abbatial. Le week-end dernier, la foule s'est amassée pour admirer le défilé. Les masqués ont déambulé devant des spectateurs subjugués par les créations de costumes colorés et emblématiques. 20 ans de masque, un reportage signé Vosges Télévisions. Des yeux revolver et des postures mystérieuses, le carnaval vénitien était bien de retour à Remiremont le week-end dernier. Après quelques ajustements, toute la bonne société costumée s'était donné rendez-vous, humaine ou animale. Une parade masquée autour du palais abbatial et devant un public visiblement ébahi. Vous en êtes à combien de photos là? Je vous vois tous. C'est ma fille qui les prend, je sais pas, 50. Qu'est-ce qui vous plaît dans le festival de Vénitien? Les costumes évidemment, beaucoup de travail sur les costumes. Puis toutes ces couleurs, ça fait bien le printemps. Ça change parce que nous, déjà, c'est déjà, je veux dire, le nombre et tout, la durée. Parce que nous, on a plus l'habitude, comme nous, il y a Gaillan, on appelle ça dans le Nord. Ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, la parade. Il n'y a qu'une parade. Et là, je veux dire, c'est un défilé qui est presque continuel. Les costumes, il y en a qui sont particulièrement beaux? Ah non, surtout super, hein. Tout ça, y a pas, franchement, on ne pourrait pas choisir. Vous prenez des photos? Oui, depuis tout à l'heure, on prend avec tout le monde. Qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces photos? Les mettre sur l'ordi et puis garder en souvenir. Et ils étaient nombreux, comme elle, à capturer par l'image ces créatures. Certains avaient du matériel à faire pâlir les photographes professionnels. Vous êtes sacrément équipés pour faire un festival. Photographe amateur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce carnaval? C'est la spontanéité des gens, la gentillesse des exposants. Ils se laissent porter, ils saluent, ils se laissent photographier. C'est magnifique. Essaye de capter le regard et puis de savoir qui est derrière et la pensée de celui qui est derrière. C'est pas toujours facile. Le mystère, c'est le moteur du carnaval vénitien, dont les origines remontent au Moyen-Âge. À l'époque, cette fête permettait d'abolir les contraintes sociales et d'apporter, grâce au masque, une certaine égalité le temps du carnaval. À Remiremont, l'événement fêtait cette année ses 20 ans. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.